Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la proposition de corriger pour l'examen 2024 de l'examen d'obtention pour l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises. L'examen s'est déroulé hier, donc nous sommes le 10 octobre 2024. L'examen s'est déroulé à Arcueil pour l'ensemble des candidats de la France métropolitaine. Je me présente rapidement, je m'appelle Luc, je suis formateur chez CFTL Transformation et je suis également le fondateur-président de cet organisme de formation. Je suis formateur aux attestations de capacité depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui cette proposition de corriger pour l'examen 2024. Si vous ne connaissez pas CFTL Transformation, c'est 4 centres de formation en France, à Pantin, à Blois, à Vénissieux et également à Vitrolles. Nous sommes agréés pour les formations capacité de transport léger de marchandises, capacité de transport léger de voyageurs en présentiel et également en e-learning. Nous proposons également les formations titre pro GOTRM, gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises, qui vous donnent par équivalence les attestations de capacité de transport routier de marchandises, mais également d'attestation de capacité de commissionnaire de transport. Nous proposons également les BTS GTLA, gestion des transports et logistique associés en alternance sur l'ensemble de nos centres, et également le BTS tourisme uniquement sur notre centre de Vitrolles. Nous avons également un cabinet de conseil qui vous accompagne dans la recherche de votre gestionnaire transport ou, si vous êtes titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, de vos clients. Nous avons des demandes régulières, nous vous mettons en relation avec ces clients qui recherchent un gestionnaire ou en relation avec des gestionnaires pour vous accompagner dans la création et dans le développement de votre activité de transport. Bien évidemment, l'ensemble des gestionnaires sont formés et accompagnés aux différentes missions du gestionnaire pour vous permettre d'être serein sur le démarrage de votre activité ou sur la continuité de votre activité et le développement de votre activité. Nous proposons également des manuels de formation pour vous préparer à l'examen. Donc manuel de formation, programme condensé en 150-160 pages, un manuel d'exercice corrigé avec les 10 dernières annales corrigées, donc qui représente à peu près 560 pages d'exercice corrigé, bien évidemment existe en voyageur et en commissionnaire de transport. Et nous proposions aussi un memento gestion qui est 20 fiches ultra condensées de la gestion économique et financière, donc toutes les formules et toutes les définitions nécessaires pour votre examen. Passons tout de suite à quelques rappels concernant l'examen. L'examen se déroule en 2 temps. Vous avez une première partie qui est le QCM, donc 50 questions, notées chacune sur 2 points, pour un total de 100 points. Bien évidemment, vous avez donc une note minimale de 50 sur 100 à avoir sur la partie QCM. Sur la deuxième partie, qui se déroule en 2 études de cas, vous avez 100 points au total, donc 50 points pour chaque étude de cas. Vous devez avoir une note minimale sur cette partie rédigée de 40 sur 100. Attention, vous devez avoir au global un minimum de 120 sur 200 pour pouvoir obtenir votre attestation de capacité. Passons tout de suite au corrigé de la première partie, c'est-à-dire le QCM. Alors, n'oubliez pas que c'est une proposition de corrigé, nous sommes le lendemain de l'examen. L'examen s'est déroulé il n'y a même pas de 24 heures, ce n'est qu'une première proposition. Le corrigé est voué à changer en fonction des compréhensions des questions, en fonction des réponses aussi apportées par l'Adréal par rapport à nos problématiques rencontrées durant la compréhension du sujet. Donc, c'est une première proposition de corriger. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des réponses qui ne sont pas forcément claires dans les commentaires. Nous essaierons de répondre à un maximum d'entre vous. Donc, voici les réponses du QCM. Sur le QCM, nous avons une petite problématique sur la question 48 qui pour nous n'est pas très complète au niveau des réponses. Donc nous on considère que la B est la plus proche de la vérité, mais au final voilà, il y a 2 possibilités puisque au niveau du transport international, il y a une notion de délai qui doit apparaître et là effectivement il n'y a pas cette notion de délai qui apparaît. Donc on attend encore confirmation, savoir est-ce que cette question est annulée, est-ce qu'il y avait une autre interprétation de la question. Nous attendons de voir sur ça.
Donc vous avez le corrigé qui vous permet de voir en fonction des réponses que vous avez faites si vous êtes à côté ou pas. Donc n'oubliez pas, vous devez avoir 50 minimum sur la partie QCM pour pouvoir potentiellement avoir votre examen. Passons tout de suite à la deuxième partie de ce sujet. Alors ce sujet était très intéressant car pour une fois on parlait vraiment de création d'entreprise et on parlait vraiment de prévisionnel qui correspond à la majorité des personnes qui passent l'examen. Donc c'était quelque chose de très concret pour les personnes qui passent l'examen. On est vraiment sur du prévisionnel et on vous demande vraiment des questions qui sont très larges en termes de réglementation, en termes de sécurité, en termes social et en termes de gestion d'entreprise, de prévisionnel d'entreprise. C'est vraiment très intéressant comme sujet et assez vraiment accessible pour toute personne ayant suivi une formation ou même une personne qui aurait juste travaillé vraiment intensément sur la partie référentielle. Donc vraiment un sujet assez accessible de ce côté-là. Et c'est ce qui est revenu de la plupart de nos candidats hier soir, sujet relativement facile. Donc voilà, après c'est vrai qu'il faut un minimum de maîtrise de ce côté-là. Au niveau de la première question, donc on est sur la création d'une entreprise et nous devions effectivement répondre à quelques questions. La première question, c'était tout simplement le support visuel qui se trouve sur le véhicule concernant les informations techniques, masse et dimension. Donc ce visuel, c'est tout simplement la plaque de tare qui se trouve côté droit du véhicule. On nous a demandé donc de déduire la masse à vide du véhicule, sachant qu'on nous disait que dans le sujet, le véhicule devait avoir une charge utile minimum de 9,5 tonnes. Donc étant donné que nous sommes sur un véhicule 2 essieux, donc 19 tonnes de PTAC limité par le code de la route, moins la charge utile, donc 19 moins 9,5, donc on avait 9,5 et pas 11,5. Donc première question, nous arrivons sur des petites questions en termes de réglementation sécurité. La question était tout simplement le document, le visuel qui se trouve sur le véhicule concernant les informations techniques des véhicules. Et là, il s'agit de la plaque de tare évidemment qui se trouve côté droit du véhicule. À partir de là, on nous demandait de calculer la masse à vide du véhicule, sachant qu'on est sur un véhicule isolé, donc un porteur, 2 essieux, limité par le code de la route, donc à 19 tonnes maximum. Il suffisait de faire de 19 tonnes, donc le poids total autorisé, moins la charge utile qu'on nous disait 9,5 tonnes maximum. Donc on avait une masse à vide de 9,5 tonnes maximum. En ce qui concerne la question numéro 2, on nous demandait de calculer le coût de revient de cet ensemble sur la partie nuit. Donc vous aviez un trafic de jour, un trafic de nuit, et on nous demandait de calculer le trafic de nuit. Alors attention, il s'agit d'un seul et unique véhicule où effectivement était exploité vraiment à 100%, c'est-à-dire le véhicule tournait la journée et tournait également la nuit. Donc on optimisait ce véhicule, et en général quand vous démarrez votre activité, c'est ce que vous essayez de faire un minimum. Donc, on nous disait clairement, dans le sujet, dans le NB de la question numéro 2, les coûts fixes du véhicule et de structure sont répartis à parts égales. C'est-à-dire que les coûts de structure qui étaient indiqués dans l'annexe devaient être tout simplement divisés par 2 pour être affectés au véhicule. En ce qui concerne le gros entretien, nous avons des données à l'année, donc 3% de la valeur, mais ça reste des charges variables, donc on les indique bien dans les charges variables. Petite erreur qui est souvent faite aussi sur certains candidats que j'ai eu hier au téléphone. En ce qui concerne les frais de déplacement sont comptés sur la totalité des 50 semaines multipliées par 5 jours. Donc ça nous fait un total de 2392,50. On ne rajoute pas de frais de déplacement en plus pour le conducteur remplaçant puisqu'ils sont déjà inclus dans les 50 semaines et 5 jours par semaine sur ces 50 semaines. Donc dans les 2392 €, il y a inclus les frais de déplacement du conducteur remplaçant. Donc on ne rajoute pas, faites attention, c'est une erreur qui est arrivée à plusieurs candidats hier, ils ont rajouté ça, donc non, faites attention à ça.
Quoi qu'il en soit, après avoir calculé l'ensemble de nos charges, donc on a beaucoup de calculs dans ce coût de revient, mais assez simple, on arrive à un trinôme, donc un terme variable kilométrique à 0,626 € du kilomètre, un terme fixe conducteur à 189,46 € et un terme fixe véhicule à 95,83 € pour le véhicule. On n'oublie pas que le véhicule est exploité sur les 2 tournées jour et nuit, donc forcément on a un coût relativement faible. Question numéro 3 était le calcul de la rentabilité de ce trafic, donc jour-nuit. On nous demandait de calculer le chiffre d'affaires prévisionnel pour le trafic de nuit, donc on avait 125 000 km à 1,22 € du kilomètre, ce qui nous fait un chiffre d'affaires à 152 500 €. On avait les charges constatées, on avait les charges variables à 78 000 €, le conducteur à 47 000 €, le véhicule à 23 000 € pour un coût annuel de 148 000 €, ce qui nous donnait donc une marge annuelle pour le trafic de nuit de 4 500 €. Donc, additionné à ça la rentabilité de la prestation de jour, ça nous donne une prestation rentable à hauteur de 10 500 €. Alors attention, on n'a pas le chiffre d'affaires de la prestation de jour, donc on ne peut faire que des estimations, mais on se rend compte qu'on a quand même un taux de marge assez faible, puisque sur la prestation de nuit, on est à peine en marge brute à 3%, alors qu'on devrait être entre 5 et 10% sur de la marge brute sur ce type de trafic. Donc on ne peut faire que des estimations sur cette marge assez faible. En ce qui concerne la question numéro 4, on nous posait des questions sur du social. Donc sur la question numéro 4, on nous demandait, avant l'embauche d'un CDD, justement, vous allez mettre à jour vos connaissances et vous allez devoir répondre à quelques questions. La première question, c'est tout simplement citer 3 motifs légaux. Ah non, pardon, sur la question 4, j'avance un peu trop vite. Question 4, on est sur les documents liés à l'activité de conduite. Donc sur la question 4, nous devions effectivement répondre sur les activités de conduite uniquement. Attention, la question est très claire. Donc les 3 documents que nous devions vérifier, c'était le permis en cours de validité, la carte de qualification de conducteur, donc la carte FIMO-FCO à jour, et également la carte conducteur, la carte chronotachygraphe, pour être sûr que le conducteur puisse conduire dès le lendemain ou demain le jour même le véhicule. Dans le cadre de notre activité, le permis que doit détenir le conducteur, c'est le permis C. Ensuite, question, on nous parlait des visites médicales. Donc, il n'est pas précisé vraiment clairement qu'il faut indiquer toutes les visites médicales, mais dans le doute, n'hésitez pas à les mettre. Toutes les visites médicales, donc jusqu'à 60 ans, tous les 5 ans. L'année des 60, une visite effectuée. Tous les 2 ans jusqu'à 76 et au-delà de 76 ans, tous les ans. Donc, notre conducteur devra faire sa visite médicale au plus tard dans les 2 ans s'il vient de faire sa visite, mais en tout cas, il n'aura pas une visite médicale de plus de 2 ans. On passe ensuite à la question 5, où la question 5 est maintenant effectivement sur les CDD. Donc la question était sur les motifs de CDD, sur la durée de renouvellement et sur la durée totale cumulée du CDD. Donc une question assez simple pour 8 points. On se rend compte qu'au final, c'est purement de la réglementation et purement du cours social. Donc le CDD, c'est un contrat motivé. On ne peut pas l'utiliser pour faire n'importe quel contrat. Donc on remplace un salarié temporairement absent, donc congé maladie, congé maternité, paternité, peu importe. On remplace un salarié qui passe provisoirement en temps plein. Donc par exemple, suite à un accident de travail, il est en temps partiel, donc sur le temps partiel qui manque, on va compléter avec un CDD. Un accroissement temporaire d'activité ou alors certaines activités saisonnières comme le tourisme ou l'agricole, où là effectivement on peut faire appel à des CDD. Le CDD, lui, peut être renouvelé 2 fois maximum pour une durée totale de 18 mois maximum. Et la question C portait sur l'indemnité de précarité, qui est tout simplement une équivalence à 10% des rémunérations brutes perçues durant la totalité du contrat.
La question numéro 6 portait sur les modalités de repos. Donc vous embauchez un CDD et vous lui réexpliquez un petit peu les dispositions relatives à la réglementation sociale européenne sur les temps de repos. Donc première question, c'était sur, question 6A, c'était sur les modalités de repos journalier. Les modalités de repos journalier, ce sont les repos normaux, donc 11 heures de repos, le repos fractionné, 3 plus 9, et le repos réduit, 9 heures, 3 fois par semaine. On nous posait aussi la question, l'heure maximale de fin de service pour les prestations jour et nuit. Sachant que la prise de service, c'est 7 heures pour la prestation de jour, si on enlève les 9 heures minimum en réduit, puisque c'est ce qu'on nous demandait, puisque repos réduit pour les deux services, donc on démarre à 7 heures, moins les 9 heures, ça veut dire que pour la prestation de jour, on doit finir notre service à 22 heures au maximum. Pour la prestation de nuit, on démarre à 20 heures, donc moins 9 heures. On termine l'autre prestation de nuit au plus tard à 11 heures. Question C, la question était aussi petite particularité. On nous disait qu'on dépasse pour la 3e fois plus de 9 heures de conduite cette semaine. Alors il faut savoir que la réglementation sociale européenne limite à 2 fois 10 heures. On a le droit de conduire 9 heures par jour et on a le droit d'aller jusqu'à 10 heures 2 fois par semaine. Donc on dépasse les 9 heures de conduite sans obligation de justification. Par contre, on a le droit effectivement de dépasser une 3e fois nos 9 heures de conduite sous une seule et unique condition, c'est dans des circonstances exceptionnelles, une grève, des accidents de la route, des intempéries, etc. Mais uniquement pour rejoindre soit notre point d'attache, soit notre domicile pour effectuer un repos hebdomadaire. Donc faites très attention à ça, c'est vraiment dans des circonstances exceptionnelles, même si dans le texte de loi, il n'est pas clairement expliqué ce qu'on entend par circonstances exceptionnelles. Donc après, il faudra le justifier au niveau du chronotachygraphe sur un petit ticket en disant accident sur telle autoroute, intempéries, etc. pour justifier que vous avez dépassé les plus de 9 heures, plus de 3 fois par semaine. Et donc on arrive effectivement déjà à la fin de la première étude de cas, qui était une étude de cas assez simple, à part quelques petites questions, donc à part effectivement cette petite question de plus de 3 fois, plus de 9 heures 3 fois par semaine. Mais globalement, rien d'insurmontable à partir du moment où vous aviez déjà travaillé en amont votre examen et vous aviez fait une formation ou non, il faut avoir travaillé un minimum. Mais en tout cas, 50 points plutôt faciles à avoir dès lors que vous avez travaillé un minimum sur votre examen. En ce qui concerne l'étude de cas numéro 2, on est encore une fois sur une création d'entreprise, où là on a un truc un petit peu plus avancé, puisqu'on a déjà un prévisionnel financier, et on nous demandait effectivement quelques informations en droit civil, en gestion d'entreprise, donc en plan de financement et étude de solvabilité, donc au niveau du bilan. Donc c'est plutôt un sujet assez simple, et puis les documents qui étaient fournis étaient aussi assez simples. On n'avait pas de documents très complexes comme certaines années il a pu y avoir. Donc on n'avait plus qu'à calculer, encore est-il, fallait maîtriser nos formules pour pouvoir répondre aux questions. La première question était le nombre minimal d'associés pour une SAS. Donc dans une SAS, le nombre d'associés est 2. Attention, quand on a un seul associé, c'est ce qu'on appelle une SASU. C'était pas forcément précisé, mais je préférais le préciser pour qu'il n'y ait pas d'interprétation là-dessus. Et on nous demandait le nombre d'associés maximum. Donc dans une SAS, il n'y a pas de nombre d'associés maximum, donc on peut monter à 1000, 2000, 3000 associés si vous le souhaitez. Mais en tout cas, nombre d'associés minimum dans une SAS, 2, et on appelle une SASU si vous êtes un seul et unique associé. Au niveau de la question numéro 2, on nous demandait qu'est-ce qu'une garantie personnelle. Donc la garantie personnelle, c'est tout simplement un acte à travers lequel une personne, en général une personne physique, va s'engager à respecter les engagements contractés par un débiteur auprès d'un créancier. Donc ça peut être une caution, ça peut être un nantissement, ça peut être, une caution en général. On est en garantie personnelle, c'est forcément soit la caution, soit l'aval. Donc il n'y a pas de nantissement, puisque le nantissement c'est une garantie réelle et pas une garantie personnelle. La garantie personnelle, c'est juste une caution ou une aval d'une personne physique.
Deuxième question B de cette question 2, c'était le montant annuel du capital remboursé. On savait qu'on avait un emprunt de 63 000 euros remboursé sur 60 mois, ce qui nous faisait un remboursement annuel du capital à hauteur de 12 600 euros. La question numéro 3, c'était calculer la dotation aux amortissements pour l'ensemble routier. En question. Donc l'ensemble routier, on avait un tracteur d'occasion qui était amorti sur 3 ans, donc ce qui nous fait une dotation annuelle de 15 000 euros, et la semi-remorque de 33 000 euros qui était amortie, elle, sur 6 ans, donc ce qui nous faisait 5 500 euros. Donc au total, nous avions 20 500 euros de dotation annuelle pour cet ensemble. Question numéro B, c'était le tableau de financement. Alors le tableau de financement, assez simple, puisqu'on vous demandait en fait de faire le tableau besoins-ressources de la première année. En termes de besoins, nous avions le montant total de l'ensemble, donc 78 000 euros. On nous donnait le montant du besoin en fonds de roulement, donc à hauteur de 19 000 euros, donc ce qui représente un total des besoins de 97 000 euros. On avait un capital en apport de 15 000 euros, un résultat prévisionnel de 5 500 euros. On avait un emprunt donc de 63 000 euros, donc des totals de ressources à hauteur de 83 500, donc une variation de trésorerie à moins 13 500. Et on nous posait effectivement la question, commenter ce résultat et envisager 2 propositions. Donc on voit bien que la trésorerie est négative, donc il y a une problématique de ressources. Donc plusieurs possibilités. Soit on augmente l'apport en capital, donc on n'oublie pas qu'on est en prévisionnel, donc on n'a pas encore déposé les statuts ni le capital en banque. On peut augmenter le montant emprunté, sous réserve d'un accord bien évidemment de l'accord de la banque. On peut aussi retravailler son prix de vente pour augmenter le résultat, ou alors essayer de trouver des charges à diminuer pour également augmenter notre résultat. Donc vous n'aviez que 2 propositions à faire, donc forcément à vous de choisir si vous aviez plus ou moins la réponse. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre les réponses que vous avez mis, et puis on essaiera de voir et de vous répondre si oui ou non ça correspond aux solutions à mettre en œuvre. La question numéro 4. À partir du compte de résultat prévisionnel, on vous demandait de calculer la valeur ajoutée et le BE, de rappeler la formule, de le calculer et d'exprimer en pourcentage du chiffre d'affaires, de commenter le résultat obtenu. Alors, donc, la valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires net moins la consommation intermédiaire. Première étape, c'était de mettre notre formule. Donc la consommation intermédiaire, c'est les achats de matières consommables, la variation de stock et les autres achats et charges externes. Donc là, on avait 164 000 moins 43 800, donc, auquel on ajoute les 45 200. On obtenait une valeur ajoutée à 75 800, 46% du chiffre d'affaires. Le BE, donc la valeur ajoutée moins les autres charges décaissables, moins les autres produits, donc ce qui nous faisait 75 800 moins 2300 plus les 22 500 plus les 22 900. Ce qui nous faisait un EBE à 28 100, soit 17% du chiffre d'affaires. Et on constate en fait que les ratios calculés, donc 46% et 17% du chiffre d'affaires, sont en fait dans la moyenne, même la moyenne haute de la profession. Donc, encore une fois, on est sur du prévisionnel. Donc c'est normal que notre prévisionnel se rapproche de la norme de la profession. Question numéro 5. La question numéro 5, on vous demandait de calculer le fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et la trésorerie de l'entreprise. Encore une fois, on vous demandait la formule. Donc vous avez la moitié des points pour la formule. Donc même si vous n'arrivez pas à trouver les bons chiffres, n'hésitez pas à mettre la formule. Vous avez les points pour la formule. Donc j'espère que vous l'avez tous mis le jour de l'examen hier. FRNG, ressources stables moins actifs immobilisés, BFR, actifs circulants auxquels on va retirer les disponibilités, moins les dettes à court terme auxquelles on va retirer les concours bancaires. Ce qui nous donne un FRNG à hauteur de 13 400 euros et un besoin en fonds de roulement à hauteur de 19 000 euros. La trésorerie nette, FRNG moins le BFR, on obtient un solde créditeur de moins 5 600 euros qui correspond au solde créditeur indiqué dans le bilan, donc on est plutôt... Donc un besoin en fonds de roulement qui n'est pas couvert par le fonds de roulement, donc petite interrogation sur les délais clients et délais fournisseurs.
La question suivante, c'était sur les actions à mettre en œuvre pour justement améliorer la situation. Donc, ça va être des relances clients régulières, une vérification des délais de paiement clients et fournisseurs pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'action là-dessus, c'est-à-dire est-ce que les délais clients sont vraiment à 30 jours ou est-ce que les délais fournisseurs sont vraiment trop courts et qu'on pourrait peut-être rallonger. Donc, à voir. Possibilité également de faire de l'affacturage ou de l'escompte. Ou faire appel aux associés pour tout simplement réinjecter en compte courant de la trésorerie sur les comptes de la société. En ce qui concerne la question numéro 6. La question numéro 6, on nous disait que M. Dupont, il envisage d'acheter et d'investir dans un logiciel de facturation, il le teste au préalable et il vous met la facture éditée en annexe 4 et on vous demande de citer 5 éléments obligatoires erronés ou manquants dans cette facture. Alors encore une fois, c'est une proposition de corriger. Sur cette proposition de corriger, nous avons relevé plusieurs choses. Donc le taux de TVA à 5,5 au lieu des 20% réglementaires. Le total de la facture n'inclut pas le montant de la TVA. On devrait avoir arrivé, en prenant en compte la TVA à 5,5 indiquée, un montant de 1049,73. On a une échéance de paiement au 31/10, donc qui est supérieure aux 30 jours réglementaires date de facture pour les transporteurs routiers. On a une incohérence entre les modalités de paiement dues à réception et la date d'échéance. Et on a une date d'échéance antérieure à la date de facture. Donc on a quand même plusieurs problématiques sur cette facture. Après, en ce qui concerne les informations légales, tout était bon. Nous avons l'entreprise, le siège social, le SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire. Donc il y avait quand même toutes les informations obligatoires là-dessus. Question numéro 7. Question numéro 7, c'est la dernière question de ce sujet numéro 2 où on nous parlait des réserves pour un potentiel litige. Première question de la question numéro 7, donc 12 points au total. On nous demandait rappeler les principes de validité et de conformité des réserves. Donc les réserves, pour qu'elles soient recevables, elles doivent se faire sous la lettre de voiture, elles doivent être écrites, précises et motivées, et elles doivent être confirmées au transporteur qui a effectué la livraison dans les 3 jours ouvrables qui suivent, donc dimanche et jours fériés non compris. On nous demandait effectivement après de calculer dans l'état la date limite d'envoi de cette confirmation, donc on nous demandait de justifier de cette réponse. Donc, compte tenu de la livraison qui a été effectuée le mercredi 12 juillet, on prend en compte le jeudi 13 juillet, le vendredi 14 juillet étant un jour férié, on ne le prend pas en compte, on prend en compte le samedi 15 juillet, le 16 juillet, le dimanche, on ne le prend pas en compte, et donc on arrive au 3e jour, au lundi 17 juillet, où à minuit, nous allons devoir avoir confirmé nos réserves au plus tard. Ce délai de 3 jours s'appelle le délai de forclusion. Et la toute dernière question, c'était rappeler les valeurs d'indemnisation du contrat type. Donc on est sur un envoi supérieur à 3 tonnes, donc le contrat type national, limite à 20 € du kilo brut avarié, 20 € du kilo brut avarié dans la limite de 3200 € de la tonne transportée. Bien évidemment, on ne pourra pas aller au-delà de la valeur marchandise si la valeur marchandise est inférieure aux limites d'indemnisation. Donc on calcule la valeur de la marchandise, on a 500 € fois 500 kg fois les 56 €, ce qui nous fait 28 000 € de valeur marchandise. On calcule les deux limites, donc 20 € du kilo brut avarié, donc ce qui nous fait 500 kg fois 20, 10 000 €, et 22 tonnes fois 3200 €, ce qui nous fait 71 872 €. Donc nous allons indemniser notre client à hauteur de 10 000 €. J'espère que cette proposition de corriger vous a plu, assez rapide, mais ce qui vous permet effectivement de la revoir rapidement dès qu'elle sera disponible sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous préparer pour l'examen, n'hésitez pas à acheter des manuels, acheter des annales, des exercices corrigés. Si vous le pouvez, faites une formation, au minimum une semaine de révision, voire 2 si vous pouvez avant l'examen, c'est le minimum pour vous préparer à l'examen.
Vous avez aussi des possibilités de formation en distanciel dès le début janvier 2025, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant chez d'autres organismes, pas forcément le nôtre, mais essayez de vous préparer au mieux pour l'examen. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.